Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui vous présenter notre travail de revue de la littérature sur l'utilisation de la bande dessinée dans l'enseignement aux médecins. Ce travail a été publié dans la revue Exercer en janvier 2018. Tout d'abord, nous souhaitions nous excuser de ne pouvoir être avec vous aujourd'hui. Je suis Carlos Machado de Moura, je suis architecte, BD-phile et chercheur sur le croisement de la BD avec d'autres disciplines. Hélas, je suis bloqué à Lisbonne avec une exposition. Pour ma part, je suis sur le point de courir à la maternité avec ma femme. Je m'appelle Benoît Tudrege, je suis médecin généraliste et chef de clinique à Poitiers. Ne pouvant répondre à vos questions, Yann Brabant, maître de conférence associé à Poitiers, s'en chargera à la suite de cet exposé. Dans les universités du monde entier, la pédagogie constructiviste se répand. Celle-ci se fonde toujours sur une analyse des pratiques des étudiants. Or, la bande dessinée a une présentation singulière qui associe simultanément des messages iconiques et narratifs. C'est pourquoi on s'est interrogé sur sa pertinence en pédagogie médicale. La qualité visuelle de la BD permet à la fois de faciliter la mémorisation, mais également la communication. L'objectif de ce travail était donc de répondre à la question « Comment le médium est-il utilisé dans l'enseignement aux médecins ?» Pour réaliser cet objectif, nous avons fait appel à 3 médecins, 2 médecins généralistes et une cardiologue, ainsi qu'à un spécialiste en bande dessinée, Carlos, un bibliothécaire à cause des difficultés des termes à employer, et d'un enseignant pour garder une cohérence pédagogique. Dans le MESH, le terme consacré pour bande dessinée est graphic novels. Mais la bande dessinée est un médium complexe avec des formats et des caractéristiques très diverses. Elle peut s'exprimer par des genres différents et ainsi assumer des termes nouveaux. Une recherche par mots combinés a donc été nécessaire pour ne pas omettre des références importantes et surtout d'élargir le champ de référence à toute forme de narration séquentielle par image. Nous avons alors retenu toutes les données publiées de janvier 1975 à décembre 2015, de langue anglaise ou française, qui s'intéressaient simultanément à la BD et à l'enseignement aux médecins. Les recherches ont été faites sur Medline, Google Scholar, The WorldCat and le Sudoc. Sur les 2539 références identifiées, seulement 37 ont pu être incluses. La méthode des mots combinés au singulier et au pluriel a largement permis d'augmenter les références incluses. L'intégralité des 37 références étaient des points de vue d'auteurs. Il n'y avait pas de travaux de recherche et il s'agissait exclusivement d'expériences locales. Il n'y a clairement pas d'intégration dans un mouvement organisé en faveur de l'utilisation de la bande dessinée en pédagogie, ni de travaux multicentriques ou sur de longues périodes d'analyse. Cette revue de la littérature a permis de mettre en évidence 2 champs d'utilisation de la BD dans l'enseignement aux médecins. Tout d'abord, un outil d'aide à la mémorisation, et de l'autre côté, un outil d'aide à la réflexivité. Commençons donc alors par explorer les outils d'aide à la mémorisation. Dans l'introduction à la médecine en phylactère de Grégoire Fabrice en 92, l'auteur nous permet de se rappeler quels sont les éléments de diagnostic de l'appendicite. On peut voir ici le point de McBurney pour le signe clinique, qui est un point douloureux, comme le rappelle ce I, mais également ce qui est une péritonite avec le fameux ventre de bois. Dans la BD de Sona et Chalian en 2014, l'objectif est de présenter la thyroïdectomie parfaite. L'image a pour but de faire un rappel de l'anatomie avec un dessin extrêmement précis, et le texte rappelle aux résidents que le nerf récurrent peut rentrer dans le larynx directement et sans passer autour de l'artère susclaviculaire. Le site medcomic.com est un site très amusant qui recense plein d'images de bandes dessinées de médecine. Ici, la sémiologie dermatologique. Georges Muniz, son auteur, cherche toujours à faire des dessins humoristiques pour favoriser la mémorisation. On peut penser qu'un étudiant qui regarde cette image retiendra cette sémiologie plus facilement qu'avec un simple descriptif ou même une photo. Et pour ceux qui veulent revoir de l'ophtalmo, je vous propose ici la différence entre le ptérygion et le pinguécula. Passons à présent au deuxième champ d'utilisation de la bande dessinée, la réflexivité. L'exemple le plus intéressant est probablement celui du Dr Green. Il travaille au Penn State University et propose à ses étudiants de créer leur propre bande dessinée pour aborder une situation complexe et authentique qu'ils ont eux-mêmes vécue. Après un apprentissage des rudiments théoriques et techniques de la BD, les bandes dessinées sont analysées en groupe sous forme de groupes d'échange de pratiques. L'analyse à plusieurs avec le créateur de la BD cherche à perfectionner les compétences médicales des étudiants. Un nouveau regard des lecteurs est utilisé pour découvrir les éléments créés de manière involontaire par le dessinateur et rendre ainsi son analyse plus pertinente.
Dans la première ligne de cette BD, l'étudiant met en évidence qu'au début de son stage, il considère les patients comme des pathologies. L'infarctus du myocarde, le cancer du foie, le cancer du poumon. Ils sont tous cloués dans un lit, de A, de B, de C. Dans la deuxième ligne, il met alors en évidence que sa représentation a un impact sur le vécu des patients. Cette dernière image représente la fin du stage de l'étudiant. Il connaît le nom de ses patients et ils le ressentent. D'ailleurs, un d'eux pense « Je ne suis plus un simple visage au milieu de la foule ». Dans cet autre exemple, les étudiants décrivent le monde médical. Le chirurgien est ici représenté comme un requin qui assène à ses étudiants qu'on ne leur apprend rien à la fac et que de son temps, ça ne se passait pas comme ça. Le professeur d'histoire de la médecine est représenté comme un éléphant très ennuyeux qui explique comment l'insuline a été inventée devant un étudiant complètement somnolent. Et le pédiatre est un nounours qui se veut rassurant devant un enfant terrifié. Que peut-on retenir de ces résultats? Il y a une augmentation progressive du nombre de publications autour de la BD, mais elle n'est pas encore étudiée comme un objet de recherche à part entière en éducation médicale. On a vu que la BD facilite la mémorisation, car la mémoire visuelle a une part importante dans la mémorisation d'informations, et aussi car le dessin fait appel à l'émotion, et peut l'exprimer d'autant plus. Voir écrit « Le patient est dévasté » n'a pas le même impact que cette image. La bande dessinée est un outil de réflexivité qui pourrait servir de trace d'apprentissage, dans la lignée de ce que soutient le CNGE et l'ensemble des DMG de France. Par exemple, on pourrait imaginer des groupes d'échange de pratiques thématiques à partir d'images de BD. Cette image est un très bon support pour travailler l'approche centrée patient. La concomitance de l'image et du texte met en évidence comment le médecin remplit sa consultation d'informations dont le patient n'entend que le jargon médical effrayant. La légende est ironique et renforce l'absurde de la situation. La dernière visite chez le docteur sans enregistrement audio. Pour travailler la communication non verbale, ce dessin en 2 cases contiguës de la même bande dessinée montre comment le médecin et le patient ne se rencontrent pas lors de la consultation. Chacun est dans son monde. La patiente a peur. Le médecin est tourné vers son ordinateur, tourne la tête et lance d'un lapidaire « N'ayez pas peur ». La discordance entre le dessin et le texte est totale. Ce dessin de l'auteur et dessinatrice Emma exprime également brillamment le manque d'empathie des soignants, ici concentré sur sa feuille de papier. La patiente est déshumanisée au profit d'un diagnostic propulsé au lance-pierre. Pour rappel, la revue de la littérature a aussi révélé que Serge Tisseron est un pionnier du sujet, avec l'article « La bande dessinée peut-elle être pédagogique ?» Il a réalisé en 1975 sa thèse de médecine sur l'histoire de la psychiatrie au format bande dessinée. On a pu observer dans ces 3 exemples que la bande dessinée met en jeu un processus d'intégration complexe, avec la compréhension de signaux verbaux et graphiques. L'utilisation de ce médium est ainsi comparable à la réalisation d'un entretien médical par l'association de 2 messages complémentaires, l'iconique et le narratif. C'est ce qui nous démontre cet exemple, avec une très grande économie de ressources graphiques. Et c'est la mécanique narrative même de la BD qui offre la possibilité de représenter des désinformations difficiles, dont l'écoulement du temps et son rapport avec l'espace. Contrairement au cinéma, où chaque photogramme substitue inexorablement celui qui le précède, l'adjacence des cases de BD nous permet soit une lecture séquentielle de la page, qu'une vision globale de l'ensemble. Et la production des auteurs de Loubapo nous montre que l'introduction de contraintes créatives permet de développer la narration sur des chemins inattendus. Introduisant des jeux avec la tridimensionnalité de la feuille de papier, ou la possibilité de plusieurs sens de lecture. Et d'ailleurs, le rythme particulier de chacun lors de la lecture d'une BD permet d'effectuer à volonté des retours en arrière, associant le temps de l'action au temps mental du lecteur. La lecture active et la lecture multisens sont donc proches de la lecture médicale d'un patient dans sa complexité. Et les bandes dessinées en diagramme de Chris Ware en sont d'excellentes démonstrations. Sur ces planches de Building Stories, on voit ce bébé qui souffrira d'un handicap au cours de sa vie, à partir de différentes perspectives et nombreux regards croisés. En plus, le potentiel expressif du dessin permet d'exprimer les non-dits et les subtilités, comme dans ce dessin de Sampé. La BD
donne ainsi accès à une représentation complexe de la réalité et du vécu des patients. Sur cette première page de la grille de Calgary-Cambridge que nous avons créée, la lecture peut se faire dans plusieurs axes. La colonne de gauche représente le point de vue du médecin, celle de droite, le regard du patient, et au milieu, un regard objectif. La temporalité est exprimée dans une lecture du haut en bas. Une des limites souvent abordées dans l'utilisation de la BD est la nécessité de maîtriser le dessin. Mais la qualité du dessin n'est pas primordiale, car dans ce dessin d'un étudiant du Dr Green, ces personnages bâtons sont suffisamment expressifs pour exprimer un manque d'empathie, et l'intérêt soudain d'un médecin à la santé mentale du patient en passant la tête par la porte. Et parfois, le dessin le plus simple est le plus percutant, comme avec les dessins de Calpurnio et son personnage El Bueno de Cutlass. La BD est un outil pédagogique qui peut apporter de nouvelles perspectives en éducation médicale. Et la revue de la littérature soutient cette pratique et la crédibilise. Si vous n'êtes pas encore convaincu, la prochaine fois en consultation, vous ferez la différence entre un ptérygion et un pinguéculin en repensant à l'image qu'on vous a montrée. C'est qu'il y a bien quelque chose à faire entre BD et pédagogie. Un grand merci à tous et tout particulièrement à la revue Exercer d'avoir accepté cet article, mais également à l'ISNAR IMG de l'avoir choisi pour cette présentation orale. À présent, Yann, on te laisse la parole pour pouvoir répondre aux questions d'ordre pédagogique. On reste bien sûr disponible pour tous les autres types de questions par email. Merci, à bientôt. Bonjour, j'ai une question. Je voulais savoir s'il y avait déjà une mise en place de groupes de pratique qui utilisent ces techniques dans des DUMG en France, parce que je trouve ça assez extraordinaire. Moi, je suis maître de stage universitaire et je pense que c'est une très très bonne façon d'apprendre, très complémentaire. Alors, non, à ma connaissance, non, à moins que quelqu'un ait l'information, mais pour avoir réalisé un autre travail d'état des lieux des 35 DMG de France sur l'utilisation qu'ils font des groupes d'échange de pratiques, a priori, en septembre 2017, aucun n'utilisait la bande dessinée, en tout cas. Quand même, peut-être certains ne seraient pas tout à fait d'accord avec un point qui a été évoqué dans cette vidéo, dans notre pédagogie d'apprentissage. La base de la réflexivité, c'est les situations authentiques. Donc, dans le cadre des groupes d'échange de pratiques que vous citez, on pourrait faire comme les Américains qui utilisent la BD pour en fait écrire le récit de situations authentiques. Et là, ça me semble être tout à fait cohérent avec notre méthode d'apprentissage. Cependant, le groupe d'échange de pratiques à partir de BD, de vignettes qui sont sorties d'expériences d'autres personnes ne faisant pas partie du groupe, me semble pas tout à fait conforme à ce qu'on voudrait faire avec les étudiants. Bonjour, je m'appelle Anouk André, je suis en fin d'internat. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez des idées sur la façon dont ça pourrait être mis en œuvre dans les universités ou dans les groupes de pairs? Parce que c'est vrai que la bande dessinée, c'est quand même quelque chose qui s'apprend. Comparativement à un PowerPoint, on ne peut pas le faire, enfin, même si ça s'apprend aussi, on ne peut pas le faire aussi facilement. Ça nécessite d'avoir accès à quelqu'un qui sait faire de la bande dessinée ou d'avoir des moyens financiers pour le faire. Est-ce que vous avez des idées par rapport à ça? Alors tout d'abord, pour resituer le contexte, au début, c'était vraiment pour s'amuser, cette thèse. Un thésard qui aimait la bande dessinée, plusieurs nommés du DMG qui en discutent en rigolant, qui disent tiens, on pourrait faire une thèse, ça va être amusant. On ne pensait pas qu'on serait là aujourd'hui. Pour répondre vraiment à la question, j'ai l'impression, moi de mon point de vue, l'idée, ce serait vraiment que la bande dessinée puisse être d'une part une ressource que nous, enseignants, nous pouvons parfois mettre à disposition de nos étudiants quand ils se sont posés des questions, qu'ils font leur resca. Il y a certaines bandes dessinées qui peuvent servir de ressources parce que, encore faut-il les connaître, hein, évidemment. Il faudrait peut-être une banque de bandes dessinées qui sont pertinentes pour la médecine générale. Mais donc ça peut être une ressource pour leur permettre de mieux mémoriser certaines connaissances qu'ils ont à approfondir dans le cadre d'une recherche vis-à-vis d'une de leurs problématiques en situation authentique. Donc il y a cet aspect ressources, et puis il y a également l'aspect de mettre en œuvre
sa réflexivité. Et en fait, tel que le Resca, le début du Resca, c'est le récit de la situation authentique, certains internes, mais pas tous, et ça répond un peu à la question de la difficulté à la fois du dessin, et puis certains internes peuvent ne pas être à l'aise avec la bande dessinée, mais pourquoi pas accepter que certains internes écrivent leur récit de Resca sous forme de bande dessinée, s'ils sont à l'aise avec ça et qu'ils veulent vraiment exprimer une émotion. Grâce à la BD, il y a à la fois le texte et l'image, et donc ça peut enrichir un récit de Resca. Docteur Da Silva, à Châteauroux, je suis tuteur et j'ai été confronté à beaucoup d'internes étrangers. Et je vois dans ce travail qu'on peut faire des traces d'apprentissage avec la BD. Et je me disais peut-être que si on fait des hommes bâtons et des petites bulles, pour eux, ça serait nettement plus facile de s'exprimer, de faire leurs traces d'apprentissage au minimum. Je dis peut-être pas le RSCA, mais au moins les traces d'apprentissage, et de comprendre comment eux, en tant qu'étrangers, de comment ils raisonnent via la BD serait peut-être un point d'appui pour eux, parce qu'écrire en français c'est très difficile. Quand on vient de Roumanie ou Bulgarie, on arrive en France, on ne connaît pas toujours le français, et je trouve que cette idée, du point de vue pédagogique, est vraiment intéressante. Tout à fait. C'est exactement ce que je voulais dire juste avant. Ça doit être laissé au libre choix de l'interne, mais si c'est la meilleure façon pour lui de communiquer ce qu'il a ressenti en consultation et ce qu'il a vécu et ses problématiques, c'est très bien qu'il puisse le faire sous cette forme-là. En fait, c'est pour reprendre ce que vous dites tous. D'abord, ce qu'a dit Christophe, parce que je suis vraiment très fier de diriger une revue dans laquelle on publie très régulièrement les travaux de Benoît Tutrecht et ceux d'Yann Brabant, d'ailleurs, puisque c'est quand même des piliers, on peut dire, d'exercer, pour ce qui est des auteurs, notamment en pédagogie. Et que, par ailleurs, je suis absolument d'accord avec Jean-Paul, d'autant plus qu'il n'y a pas besoin d'être d'origine étrangère pour écrire extrêmement mal le français. Et qu'on lit régulièrement des RSCA dont la narration est du niveau de l'homme bâton. Et donc, non mais vraiment, je veux dire, je suis pas sûr que ce soit plus difficile de faire une BD qui exprime suffisamment ce qui s'est passé pendant la situation avec une certaine économie dans la qualité des dessins que de faire un texte qui produise. Et donc, moi, je laisserais assez volontiers au libre choix des uns et des autres de choisir plutôt l'écriture ou plutôt le texte, sachant que le problème de la qualité, c'est le même, c'est toujours le même.